La suite, maintenant, avec un nouveau débat, un acronyme, 4 entreprises devenues en 20 ans les plus puissantes du monde. Leurs services sont devenus indispensables au quotidien de milliards de consommateurs à travers le monde. Aux États-Unis, l'année dernière, la Chambre des représentants a publié un rapport pour lequel elle a, je cite, examiné la domination d'Amazon, Apple, Facebook et Google, ainsi que leurs pratiques afin de déterminer comment leur puissance affecte notre économie, mais aussi notre démocratie. Les auteurs y suggèrent notamment des mesures musclées, dont le démantèlement. Faible jusqu'ici face aux gérants du numérique, les États se rebiffent. Il y a aussi la taxe GAFA, sur laquelle 130 pays se sont mis d'accord. Et puis après les États-Unis, l'Europe réagit elle aussi et veut se doter de nouvelles armes législatives pour légiférer sur les contenus illégaux diffusés sur les plateformes numériques. Le projet de loi européen vise en effet à ramener les GAFA dans le rang, à les contraindre à respecter la concurrence et à être responsables des contenus de leur plateforme. Alors les GAFA au-dessus des lois, mais pour combien de temps encore? Didier Pourquerie, président du site The Conversation, a réuni autour de lui 4 experts pour nous éclairer. Les voici. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bonjour à ceux qui nous suivent sur leur ordinateur. Je vous rappelle, et je parle à ceux qui nous suivent sur leur ordinateur, que vous pouvez poser des questions en allant sur l'écran en bas à droite et en vous connectant sur le chat. On va parler des GAFA. La récente panne qu'on a tous vue de Facebook, WhatsApp et Messenger et Instagram a fait prendre conscience à de nombreux usagers du réseau, du groupe, le pouvoir qu'il détenait sur la vie de près de 3 milliards d'usagers. 3 milliards d'usagers, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'humanité. Le lendemain de cette panne, il y avait une lanceuse d'alerte, ex-cadre de Facebook, Frances Haugen, qui témoignait devant le Sénat américain et qui expliquait comment le groupe Facebook mettait au second plan la sécurité et le bien-être de ses usagers quand ses profits étaient en cause. Dans le même temps, le projet de taxation des GAFA, Stéphane l'a souligné, avance à Bruxelles. Et les négociations entre Google et Facebook et les médias dont ils reprennent les contenus sont en cours, et même en France, sont vraiment en cours. Alors que nous entrons dans une période électorale. Et chacun se souvient de ce qui s'est passé lors des dernières grandes campagnes électorales, notamment sur le Brexit, mais aussi sur l'élection de Trump, la manière dont Facebook, notamment, a servi de vecteur à des gens qui faisaient de la désinformation. Alors, faut-il s'inquiéter de la toute-puissance de Facebook, Twitter, Google et les autres, et plus largement des GAFA? Quels pouvoirs peuvent se dresser face à eux pour les contrôler? Quel pouvoir, puisque c'est le sujet de ces tribunes, le politique ou les médias? Pour répondre à ces questions, nous avons avec nous Fabrice Friess, bonjour. Vous êtes normalien, énarque, vous êtes PDG de l'AFP d'abord. Et vous avez fait une carrière dans les médias avant de devenir donc PDG de l'AFP en 2018. Votre dernier ouvrage, L'Empire du faux, désinformation, le temps du combat, aux éditions de l'Observatoire, est paru au printemps. Vous y racontez notamment ce qui a été présenté plusieurs fois aux tribunes de la presse depuis 2019, ce travail sur les fake news mené par l'AFP, on le voit entre chaque plateau, et sa centaine de fact-checkers, combat lancé il y a 3 ans en partenariat avec Facebook. Patrick Van Ries, bonjour. Vous êtes bien connu de nos amis des tribunes. Vous êtes président du directoire du groupe Sud-Ouest, où vous êtes entré comme journaliste à l'agence d'Angoulême en 1990. Vous êtes un journaliste avant tout. Et Éric Scherer, vous êtes directeur de l'innovation. Bonjour. Bonjour Éric. Vous êtes directeur de l'innovation et de la prospective à France Télévisions. Notons que vous avez été directeur de la stratégie à l'AFP. Vous avez travaillé longtemps comme journaliste et correspondant, notamment aux États-Unis. Et je vous signale à tous
que vous animez un blog collectif qui est très intéressant, que je recommande, qui s'appelle Métamédia, dans lequel vous trouverez beaucoup de choses sur les dernières tendances du numérique et des médias en ligne. Ça s'appelle Métamédia. Vraiment, c'est quelque chose à souligner. Je dois excuser Asma Mala, qui devait être ici et qui a eu un problème de décès et qui a dû rentrer à Paris. Elle ne sera pas avec nous. On va commencer ce tour de table où il n'y a pas de table par Éric Scherer. Vous vous souvenez qu'en août 2017, le Danemark avait installé un monsieur qui s'appelle toujours Kasper Klinge dans la Silicon Valley pour représenter le Danemark auprès des géants de la tech. Et ce poste était ambassadeur auprès des GAFA. Vous vous souvenez de ça? Et donc, quand on commence à dire que Google ou Facebook a la place d'un pays, comment on négocie si ces gens-là, puisque Facebook, je l'ai dit, a près de 3 milliards d'usagers et fait plus de 100 milliards de recettes publicitaires par an, ce qui représente quand même le PIB de pas mal de petits pays, hein, ou de pays moyens même. Comment est-ce qu'on peut mettre des contraintes réglementaires face à des entreprises, pays de ce type-là? Éric. Bonjour à tous. Oui, non, c'est pas facile parce que vous le mentionnez, ce sont des entreprises mondiales. On est au-delà de ce qu'on appelait les multinationales à notre époque. Ce sont des géants planétaires, mais qui reposent sur des technologies qui sont hélas pas forcément maîtrisées par nos dirigeants politiques. Et ça, c'est un premier problème. C'est-à-dire que longtemps, cette révolution Internet a maintenant pratiquement 30 ans, longtemps, les cadres politiques, les dirigeants, les partis, les juristes n'étaient simplement pas au niveau. N'étaient pas au niveau de comprendre ce qui se passait, qui était en train de se passer sous les capots des Big Five. D'ailleurs, je pense que c'est encore un peu le cas. Mais quand on voit l'impact désormais de ces géants, de Facebook, de Google, dans nos vies, d'abord, dans vos discussions, dans nos discussions, dans l'information, désormais, eh bien, il y a des inquiétudes. Il y a un formidable progrès, c'est celui de la démocratisation de la parole, puisque maintenant, désormais, tout le monde peut prendre la parole, et donc une démocratisation finalement de l'écriture, mais avec cette démocratisation de l'écriture, il y a aussi un énorme laisser-aller qui impacte l'ensemble de nos démocraties. Ce laisser-aller, c'est là-dessus que prospère notamment Facebook, puisque Facebook est une entreprise qui va gagner de l'argent en fonction de l'engagement de l'utilisateur. Or, cet engagement, eh bien, il est motivé par l'émotion, par l'adrénaline, par la réaction, par le ressentiment, parfois la colère, souvent, la haine, hélas, de plus en plus. Alors, les incidents se sont multipliés avec Facebook dans de nombreux pays, dans des pays riches, dans des pays moins riches, où la démocratie s'est trouvée directement menacée par des fausses informations, par des rumeurs qui étaient présentées comme des informations, par une vérité qui n'était plus la même dans la population, par une réalité qui n'était plus la même. On ne partageait plus, et d'ailleurs on partage hélas de moins en moins la même réalité que les médias étaient censés délivrer. Et donc petit à petit, les dirigeants et les responsables se sont dit qu'il fallait peut-être contrôler davantage ces géants-là. On a parlé, et vous allez entendre parler de plus en plus de régulation. On va essayer, et les dirigeants essayent de le faire, d'encadrer le comportement de ces géants. Le problème, c'est que
je l'ai dit au début, c'est qu'ils souvent ils n'ont pas le background culturel pour le faire, le background technique d'ingénieur ou de connaissances. Alors il faut taper souvent au portefeuille et voir comment on peut entamer un rapport de force avec des entités, vous l'avez dit, planétaires. Alors ça a commencé d'abord, je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé sur la planète. Ça a commencé en Australie. C'est pas un hasard que ça commence en Australie. Parce qu'en Australie, quasiment tous les médias sont contrôlés par un seul groupe, qui est le groupe News Corp, qui appartient à Murdoch. Murdoch est australien. Il contrôle l'ensemble, quasiment la totalité de la presse australienne. Et il est depuis longtemps un farouche opposant à ces GAFA. Depuis les États-Unis, où il n'y arrivait pas, il a commencé et donc il a entamé un rapport de force avec l'aide du gouvernement australien, conservateur comme lui, pour essayer de forcer Facebook et Google et les autres à payer pour les contenus qu'il estimait être empruntés ou volés sur ces plateformes. La réaction immédiate de Facebook et des autres, ça a été non, nous on n'est absolument pas d'accord, on coupe. Et donc on a coupé. Et donc en Australie, les Australiens se sont retrouvés sans la possibilité de pouvoir regarder la presse australienne sur Google News Australie, sur Facebook, etc. Et un rapport de force s'est installé entre le Parlement, les instances politiques, le gouvernement et Facebook. Et Facebook a finalement accepté de payer les médias. Non, pas tous les médias, certains médias australiens. Je précise que The Conversation, le réseau associatif dont je m'occupe, est australien au départ et nous, on est arrivé, le guichet était fermé. Voilà, plus d'argent. Ils nous ont même pas reçus. Donc Facebook paye les grands médias australiens et estime comme ça être quitte et pouvoir continuer son travail. Sauf que le gouvernement australien continue de pousser sur les plateformes, notamment pour essayer de rendre les plateformes responsables de ce qu'il y a dessus, c'est-à-dire des propos de haine, des propos illicites, des propos illégaux qui sont postés par des gens souvent anonymes. Donc les Australiens essayent toujours de rendre responsable et d'enlever l'anonymat, ce qui n'est pour l'instant pas possible. En revanche, ce qu'ils sont arrivés à faire récemment, c'est de forcer les médias à être responsables des commentaires que vous allez mettre sur leur page Facebook ou Google. Et ça a forcé, par exemple, CNN à se retirer de Facebook en Australie, par exemple, pour éviter d'être responsable de ce qui a marqué sur ces pages Facebook. Il faut savoir que Facebook, Google, les autres ne se refusent depuis le début, grâce à l'appui de l'administration américaine, de se présenter comme un éditeur. C'est-à-dire ils ne sont pas responsables de ce que vous écrivez sur leur plateforme. Contrairement à nous, éditeurs traditionnels, qui sommes responsables devant la loi de ce que nous publions à France Télévisions, à l'agence France Presse ou à Sud-Ouest. Et la vague a gagné les États-Unis désormais. Vous l'avez dit, il y a eu cet épisode de la lanceuse d'alerte cette semaine. Mais depuis l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche et après le laisser-faire absolu d'Obama vis-à-vis des plateformes et des GAFA, laisser-faire total, puis l'époque Trump où vous vous en souvenez, il y avait une utilisation massive des réseaux sociaux, notamment de Twitter. On a une administration Biden qui est un peu plus sourcilleuse, mais qui fait attention à ne pas bousculer quand même l'un de ses atouts économiques les plus puissants, sa high-tech de la Silicon Valley, et notamment de ne pas l'affaiblir par rapport aux Chinois qui sont en embuscade avec des géants tout aussi grands qui sont là en train d'arriver en Europe, aux États-Unis. On pense à TikTok. Alors, on voit aux États-Unis des mouvements importants. On voit des États qui s'allient pour porter plainte contre Facebook et Google. L'idée aux États-Unis, ça serait plutôt de voir comment on peut, à l'américaine, j'allais dire, démanteler des géants. Vous savez que les Américains sont des spécialistes de l'antitrust, c'est-à-dire
d'essayer de s'attaquer à des positions de monopole ou en tout cas d'abus de position dominante, ce qui semble être le cas pour ces plateformes, et donc de se dire peut-être qu'on peut les casser en morceaux. Ils l'ont fait pour le tabac, ils l'ont fait pour les pétroliers, ils l'ont fait pour les télécommunications. Ils ont essayé de le faire pour Microsoft sans grand succès. Peut-être y arriverait-il pour les GAFA. On va voir, en tout cas, il y a un mouvement en ce moment aux États-Unis, un mouvement biparti. D'ailleurs, les républicains commencent aussi à être d'accord et les démocrates souhaitent, en tout cas les plateformes démocrates souhaitent mais remettre en cause et réguler davantage. Alors on arrive en Europe. Et en Europe, et on parlera de la France évidemment, mais en Europe, les commissaires européens se sont dit qu'eux aussi devaient davantage réguler ces géants américains et demain chinois. Et donc vous avez aujourd'hui 2 textes très importants qui sont sur la table en Europe, avec des noms horribles, c'est le DSA et le DMA, le Digital Service Act et le Digital Market Act. Le premier, il n'est pas adopté, ce sont des textes qui vont être soumis au Parlement et au Conseil européen. Et donc il faut encore 18 mois, 2 ans de discussion et de puissants lobbies des GAFA pour essayer d'empêcher ce qui se passe. Le premier vise à empêcher le plus possible les contenus illicites sur les plateformes, les discours de haine, les discours racistes, etc. Ça, c'est le Digital Service Act. Et le Digital Media Act est un texte sur l'abus de position dominante commerciale de ces entités qui rachètent à tout va les petites startups et empêchent l'apparition d'autres sociétés. 2 textes très importants qui font l'objet de discussions pour les 18 mois à venir. La présidence française de l'Union européenne va jouer un rôle dans le premier semestre 2022. J'arrive en France. En France, nous sommes je crois le premier pays, Fabrice, tu dois le savoir, à mettre en musique la directive européenne sur les droits voisins. Tu vas probablement en parler. C'est donc une loi qui est entrée en vigueur, sauf qu'elle n'est pas appliquée. L'idée, c'est de rémunérer la presse française pour les contenus qui apparaissent sur ces plateformes. Et donc, des discussions sont en cours entre les grands éditeurs français. Juste en ce moment, d'ailleurs. Juste en ce moment, et donc nos amis discutent oui, avec... Ils ne vont pas en parler parce qu'ils n'ont pas... Discutent ils sont en avec négociation, donc ils ne vont pas en parler. pour essayer d'obtenir une compensation sur le travail des journalistes qui arrivent sur ces plateformes et dont ces plateformes profitent, bien évidemment. Voilà, c'est un peu Fabrice Friss, avant de parler de désinformation et des sujets qui vous tiennent à cœur, je voudrais juste, puisque vous êtes énarque, que vous nous racontiez comment est-ce que ça se fait que le pouvoir politique en France semble aussi lent à réagir, c'est-à-dire c'est pas parce que ça se passe c'est parce que ça se passe au niveau européen. Par exemple, là on arrive en période électorale, donc on pourrait penser que on fait très attention à ce qui va se dérouler sur les réseaux sociaux, et or on entend parler de rien en fait. Pourquoi? Parce que ça intéresse pas le politique, à votre avis? J'ai le sentiment que la France est plutôt pushy sur tous ces sujets. Elle a été la première à transposer la directive sur les droits voisins. Elle est là, en ce moment, il y a tout un débat, par exemple, sur le contournement de la loi sur le prix unique du livre par Amazon. Et en fait, la France, au niveau européen, est seule sur ces sujets. Donc, je ne suis pas du tout en phase. Je pense que la France est souvent à la pointe du combat. Sur les droits voisins, elle a quand même beaucoup fait. La directive date d'il y a 2 ans. À ce jour, il n'y a que la France et maintenant l'Italie qui l'ont transposée. Donc là, je pense que la France n'a pas de leçon à recevoir. Par rapport au paysage qu'a décrit Eric, moi, puisqu'on se pose la question du rôle du politique, il y a un acteur qui s'est mis à réguler et avec une efficacité certaine, et pas pour les bonnes raisons, ça va de soi, c'est la Chine. Vous l'avez vu ces derniers mois, la Chine a repris le contrôle de la big tech chinoise, Alibaba, Tencent, etc. Donc là, on a un exemple, puisque la question de
de ces tribunes, c'est que peut le politique. Il y a des pays autoritaires où le politique peut faire beaucoup. C'est pas enviable, c'est pas le modèle que je recommande. Moi, j'ai l'impression que après la Chine, l'Europe, qui pour moi est quand même le cadre de régulation normale plutôt que le cadre national, a fait pas mal de choses ces dernières années, commence à se mobiliser. Il y a plein d'initiatives dans tous les coins. Les États-Unis, dont on parle beaucoup, on a beaucoup dit quand Biden était arrivé qu'il a nommé des gens très compétents à la tête de l'antitrust, qui avaient porté le fer contre les GAFA, donc il y a un état d'esprit nouveau. Il y a des auditions toutes les semaines, mais on ne voit rien venir. Et moi, j'ai un petit doute sur la capacité du régulateur américain à accoucher de textes efficaces, notamment, et Eric l'a très bien dit, parce que les plateformes ont un allié objectif maintenant, c'est la Chine. Zuckerberg dit, moi je veux bien que vous me démanteliez, vous aurez affaire à WeChat, Amazon va dire c'est Alibaba, et c'est des arguments qui sont pas nuls. Et donc je pense qu'on va aux États-Unis, je suis dubitatif, après l'antitrust, à supposer qu'il y a un consensus bipartisan sur ces sujets. On sait aussi que c'est très très lent. Une procédure antitrust, ça prend 10 ans si on prend en compte tous les recours. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la solution au sujet. Je voudrais quand même vous demander, Patrick Van Ries, comment, restons sur ce concept, sur cette idée de grands GAFA qui sont comme des pays. Finalement, il y a aussi des aspects positifs dans leur travail, non ? Oui, alors moi, je ne sais pas de combien de temps je dispose, mais pour schématiser, pour comprendre la situation des éditeurs traditionnels, et les éditeurs traditionnels, ce sont des journaux donc, qui sont réunis dans l'association de ce qu'on appelle la presse d'information générale. C'est comme si on avait deux modes de distribution de ce qu'on produit. On a le mode ancien, en tout cas historique, qui est celui du papier, et puis est arrivé un nouveau mode de distribution de nos contenus qu'on a subi, puisqu'on a mis d'ailleurs tous un peu de temps à s'adapter, et je ne pense pas qu'on soit tous d'ailleurs très bien adaptés, en tout cas en anticipation, qui est le digital. Et le digital, il est porté par un écosystème qui est représenté par les GAFA. Donc pour moi, j'ai tendance à dire, j'ai la distribution classique des journaux et la distribution de mes contenus via le digital, qui est préempté, effectivement, le monde du digital, il est préempté par les GAFA. Donc moi, j'ai une position assez pragmatique, et beaucoup d'éditeurs l'ont aussi, qui est de dire ce que je perds d'un côté, comment je le rattrape de l'autre, sachant que moi, je n'ai pas les moyens, et les éditeurs français ou européens n'ont pas les moyens de créer leur propre moteur de recherche, leurs propres médias sociaux aujourd'hui. Donc la question, et c'est pour ça qu'il y a des négociations en cours, c'est quelle valeur on peut récupérer de Google, de Facebook, Microsoft aussi est intéressé, je crois, à la discussion, de façon à ce qu'on puisse faire vivre nos entreprises, puisque c'est un sujet très simple. L'abonnement au journal, c'est 40 € par mois. L'abonnement au digital du même journal, c'est 9 €. Donc, entre-temps, vous avez une perte de valeur. Et nous, on a tendance à considérer que Google fait sa richesse, ou les réseaux sociaux, grâce au contenu et grâce auquel vous avez accès. Parce qu'on ne peut pas toucher tous les publics aujourd'hui avec les journaux, loin s'en faut. Et donc, on a un intérêt très, très évident et très important à pouvoir être distribué par les GAFA. La question, c'est est-ce qu'on donne tout, combien on a, combien on récupère pour faire vivre le modèle. C'est le sens des négociations. Après, on est trop petit pour dire est-ce qu'il faut des GAFA, pas des GAFA. Ça, pour la partie économique, on est obligé de faire avec. Et puis après, il y a un autre sujet qui est un sujet plus de fond. C'est est-ce que nos contenus traditionnels, parce que le fond et la forme, ça marche quand même ensemble, est-ce que les contenus traditionnels qu'on publie dans les journaux peuvent être délivrés de la même manière dans l'univers digital et intéressent-ils les mêmes populations, les mêmes clients, entre guillemets, ou les mêmes lecteurs? Et c'est là où c'est assez différent. Il ne suffit pas de transposer, et c'est ce qu'on fait tous encore assez classiquement, un article du journal, si vous le mettez sur Google, vous découvrez une nouvelle grammaire, celle du référencement, une nouvelle économie finalement. Il faut être le premier, il faut peut-être titrer autrement que ce qu'on aurait aimé le faire, parce que c'est ça qui fait l'audience. Donc on est capté par à la fois une nouvelle manière de présenter l'information, une nouvelle manière d'adresser nos clients, et puis une nouvelle manière plus simple d'attirer l'intérêt de générations qui sont moins proches du papier et qui ont tendance à consommer de l'information différemment.
Alors tout ça, c'est positif, il faudra vivre avec ça de toute façon. Mais pour passer d'un monde à l'autre, j'essaie de résumer un petit peu notre difficulté, pour passer d'un monde à l'autre, il faut que ceux qui nous distribuent nous aident aussi, quoi. Donc c'est le sens de la discussion aujourd'hui. Et j'en termine sur le sujet de fond. Et ça, c'est le monde parallèle des réseaux sociaux dans ce qu'ils ont de négatif. C'est comment on peut continuer à imposer une information vérifiée, traçable, de qualité, qui permet de relier une société, finalement, une ville, une commune, une région. Si tout le monde dans la salle a une idée différente de la réalité, il y a un moment où c'est extrêmement complexe de réunir tout ça. Donc il faut qu'en même temps, on trouve les moyens d'imposer sur les réseaux sociaux, partout, sur tous les nouveaux modes de distribution nouveaux, les informations qu'on vérifie, mais qu'on traite peut-être, ou qu'on rend plus attractives de manière à ce qu'elles le disputent aussi à tout ce qui est rumeurs, forums, etc., etc. On l'a vu sur les vaccins, on avait déjà été attaqué par les Gilets jaunes, ce qui était nouveau pour un journal d'être attaqué par le peuple, entre guillemets, puisqu'on était censé être là pour, au contraire, interroger les élites en partant du peuple. Finalement, on a été attaqué comme étant une élite nous-mêmes. Et puis, on a vu que sur les manifestations des anti-vaccins, on était considéré comme le support de la parole officielle. Et que donc, il y a des journaux locaux qui ont été attaqués, tagués, etc., etc. Donc là, il y a un enjeu qui est plus profond, qui est un enjeu de société, et sur lequel il faut que les éditeurs soient suffisamment puissants pour lutter contre. Alors, on a vu justement, Fabrice Friss, que bon, il y a des tentatives de régulation, mais si on essayait d'appliquer ces questions de régulation, justement, à ce que dit Patrick, c'est-à-dire la lutte contre la désinformation, comment ça peut se passer ? Alors, appliquer à la lutte contre la désinformation, je pense que ce champ est un très bon exemple, malheureusement, des limites de la régulation. Le cadre aujourd'hui est hyper laxiste. En pratique, les plateformes font à peu près ce qu'elles veulent, parce que le cadre juridique existant a été défini à la fin des années 1990, à un moment où les réseaux sociaux n'existaient pas. À cette époque, comme l'a expliqué Eric, on a considéré, le législateur américain puis européen, ont considéré que les plateformes, on appelait ça à l'époque les services d'information, étaient de la société d'information. Ces acteurs étaient de simples hébergeurs et qui n'étaient pas responsables des contenus qui circulaient sur leurs tuyaux. Donc, aux États-Unis, en particulier, elles ne sont responsables que si les contenus sont constitutifs de crimes fédéraux. Sinon, aux États-Unis, vous pouvez faire beaucoup de choses. On l'a vu avec l'assaut du Capitole. En Europe, c'est un tout petit peu plus restrictif, mais pas tant que ça. Il faut que le contenu soit franchement illégal au regard des droits nationaux. Par exemple, un contenu en France où la négation de l'Holocauste est interdite par la loi, vous vous exposez à des pénalités. Si une plateforme garde ses contenus sur ses tuyaux, mais il faut à cela en plus deux conditions. Il faut qu'on l'ait prévenu qu'il y avait ces contenus, donc elle n'est pas obligée de faire la recherche elle-même, ce qui est quand même un peu particulier. Et puis il faut aussi prouver qu'elle n'a pas agi suffisamment rapidement. Donc ça fait beaucoup de conditions. Donc en réalité, aujourd'hui, les plateformes, encore une fois, elles font ce qu'elles veulent. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne fassent rien. L'idée à l'époque, c'était pas idiot. C'était de dire, on veut encourager ces nouveaux acteurs. On est dans la fin des années 90. On veut les encourager et on ne peut pas faire peser sur eux des charges juridiques, judiciaires trop importantes. Donc on va les exonérer de toute responsabilité. Bon, aujourd'hui, on voit bien les limites de ce système. Simplement reprendre la main, c'est quand même difficile parce qu'on touche à la liberté d'expression. Alors il y a la réponse européenne qui consiste, c'est le Digital Services Act, qui s'attaque uniquement aux contenus illégaux et ce qui est normal. Donc le type de contenu que je citais, type négation de l'Holocauste, appel à la violence, discrimination raciale, tout ce que vous voulez. Donc là, il y aura des obligations renforcées pour les plateformes. Mais l'essentiel de la désinformation, le plus souvent, ce n'est pas des contenus illégaux. Regardez l'affaire Samuel Paty. Rien dans ce qui a été échangé n'était illégal au regard du droit.
En revanche, c'était plus que borderline et ça aurait justifié une intervention. Mais comment réguler ça, c'est très difficile. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des États qui prennent des initiatives de faire ce qu'ils appellent des lois anti-fake news, mais qui sont en fait des instruments de répression. Le premier État qui a fait ça, c'est Singapour, qui n'est pas une grande démocratie, et qui a donc, sous prétexte de faire une loi contre les anti-fake news, a fait une loi qui en pratique réprime toute critique du gouvernement. Il y a des cas avec, ça peut aller jusqu'à des amendes considérables, de l'emprisonnement. Il y a eu le cas d'une ONG qui a fait un reportage sur une pendaison, je crois, à Singapour, il y a encore la peine de mort par pendaison. Il y a eu un média qui a critiqué les statistiques du chômage, ils ont eu droit à des remontrances. Et aujourd'hui, en Turquie, en Hongrie, en Pologne, etc., vous avez des lois anti-fake news. Donc c'est un domaine super difficile à réguler. On est bien conscient qu'on ne peut pas rester avec ce laxisme existant. Il y a donc cette tentative en Europe de faire au moins sur les contenus illégaux, de changer les choses. Comme Eric l'a dit, le problème, c'est le temps du régulateur. Il va se passer encore 2 ans avant que ça voie le jour. Il y aura sans doute des amendements parlementaires. La France sera la seule à pousser pour quelque chose d'un peu restrictif. Vous avez des tas de pays en Europe centrale en particulier qui sont super libertaires avec Internet et qui disent qu'il ne faut surtout pas toucher. Donc, c'est des compromis difficiles. Et à la fin des fins, moi je pense que sur des sujets comme ça, le vrai outil efficace, c'est de s'attaquer au modèle économique de ces acteurs. Et donc, c'est, pour prendre des exemples très concrets, on sait que la désinformation est un métier pour beaucoup de gens qui sont financés par la publicité. C'est une publicité de grande marque qui atterrit sans qu'elle le sache sur leur site parce qu'aujourd'hui, vous avez... L'essentiel de la publicité est régi par des algorithmes. Et souvent, les annonceurs ne savent pas où va atterrir leur pub. Donc là, il faut qu'il y ait une réponse par la technologie qui assèche ce marché. Et un autre exemple qui est absolument évident, c'est les algorithmes. Pourquoi est-ce qu'on a laissé les Facebook et les YouTube en particulier développer des algorithmes qui donnent une prime au faux, au choquant, à l'émotionnel. On les a laissés mettre sur le marché, comme ça, sans aucun test, des produits dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils sont hyper nocifs. Et donc, il faut contraindre ces acteurs à intégrer dans la conception de leurs algorithmes un principe de précaution qu'on trouve dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie aéronautique, dans plein d'industries dont les produits sont potentiellement dangereux. Il faut l'appliquer. Et c'est ça la réponse la plus efficace, parce que sinon, effectivement, si on ne fait pas ça, on va arriver à des lois, des dispositifs législatifs hyper piégeux et qui peuvent avoir des vraies conséquences négatives sur la liberté d'expression. Alors, sur ces histoires d'algorithmes, j'aimerais bien vous entendre tous les deux, parce que sur le fait de priver de publicité un certain nombre de sites illégaux, on le voit avec, par exemple, ce qui vient de se passer sur le site complotiste François. Voilà, il n'a plus de pub, donc probablement que ce site va arrêter. Mais les algorithmes, Eric et Fabrice, les algorithmes, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, Facebook a changé son algorithme. Mon site de Conversation, tout d'un coup, on voyait plus nos infos. Et on ne savait pas comment rentrer dedans. Et il n'y a pas de moyen de rentrer dedans. Parce que quelque chose qui serait un régulateur d'algorithme, il faut le contrôler. Et comment est-ce qu'on peut le contrôler ? Il faut que les autorités de régulation se dotent d'ingénieurs en intelligence artificielle, s'équipent. Au niveau européen, ensuite, donc ? Au niveau européen, et au niveau national. D'ailleurs, c'est ce qu'ils commencent à faire. Et il faut imposer de la transparence sur ces boîtes noires que sont les algorithmes. Alors les plateformes disent c'est notre secret industriel, on ne va pas le partager. Il ne s'agit pas de comprendre comment marche le code de je ne sais quoi, ce n'est pas le sujet, mais il faut qu'ils puissent ouvrir ces boîtes noires, notamment à des chercheurs, des ingénieurs, qui puissent faire des audits, et ils doivent partager
c'est impensable qu'on continue avec le fonctionnement actuel. Donc il y a un juste milieu entre livrer leur code au plus grand nombre et ne rien faire, et surtout priver tous les chercheurs, parce que ça a été la politique de certains de ces acteurs récemment, qu'a déploré d'ailleurs la lanceuse d'alerte, de tout accès aux données. Donc ça c'est impératif d'ouvrir cette boîte noire. Éric ? Voilà, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Pour l'instant, ils n'acceptent pas effectivement qu'on regarde sous le capot et de voir comment fonctionne le moteur. Alors effectivement, et moi j'aime bien l'analogie de Fabrice sur le fait qu'on met sur le marché un produit qui n'est pas sûr, qui n'est pas safe, un peu comme si on autorisait les pharmaceutiques ou l'alimentaire, ce qu'ils font parfois, mais à mettre sur le marché des produits qui sont dangereux. C'est un produit dangereux dont on ne sait pas avec quoi il est fait aujourd'hui. Et les rares tentatives qui ont été faites d'aller regarder sous le capot des algorithmes par des chercheurs et n'ont pas fonctionné. La protection, notamment de Facebook, est telle aujourd'hui qu'il n'est pas possible d'aller. Donc, il y a peut-être un rapport de force politique pour essayer de voir comment aller regarder un peu plus près. Je crois que l'Europe a effectivement un rôle à jouer, un écosystème numérique européen qui s'appuie sur ses valeurs de transparence, d'ouverture, de protection des données du public. Alors, je sais que beaucoup de jeunes dans la salle, vous en moquez, ça vous est égal de savoir ce qu'on fait de vos données, mais il y a un vrai souci de protection de la vie privée dans ces machines. C'est-à-dire qu'on est en train de vendre votre vie privée à d'autres. Et c'est un vrai sujet sur lequel l'Europe est plus sensible que d'autres, évidemment. Oui, Fabrice. Dans ce qu'a dit la lanceuse d'alerte, au passage, j'espère que vous êtes intéressé au sujet parce que c'est une histoire passionnante. Il y a deux lectures. Il y a une lecture traditionnelle de ces réseaux sociaux qui consiste à dire la créature a échappé à son créateur. Les réseaux sociaux ont créé un monstre, ils ne savent plus le contrôler. Et donc, effectivement, les patrons des plateformes, de Twitter, de Facebook, de YouTube, ont passé leur temps ces dernières années à s'excuser en disant « Oups, pardon, on n'est pas responsable, mais on va réparer ça, on va s'en occuper ». Ça, c'est la lecture traditionnelle. Ce qu'a montré la lanceuse d'alerte, c'était que tout ça, ils le savaient parfaitement. Ils étaient parfaitement conscients de ces biais, de ces dangers, et qu'ils ont fait comme s'ils n'existaient pas, parce qu'ils ont privilégié la croissance par rapport à la sécurité. Et la lanceuse d'alerte documente ça en montrant sur des cas extrêmement concrets, sur des décisions, sur des évictions de certains responsables, que les choix qui ont été faits ont toujours penché pour la croissance du cours de bourse au détriment de la sécurité du produit. Juste pour le dire aussi autrement, en fait, Facebook, Google, ce ne sont que des régies publicitaires. Ce sont d'énormes régies publicitaires extrêmement intrusives qui ne fonctionnent, qui gagnent de l'argent que parce que ils auront davantage de contenu polarisant, peu nuancé et qui feront de l'audience. Alors, c'est intéressant, oui. Patrick. Non, mais simplement pour... moi, je pense que ces médias-là, je ne pense pas que ce soit que des machines publicitaires. Je pense qu'aussi, c'est des choses qui simplifient notre vie de tous les jours. J'ai fait hier ma carte grise via Google. Je ne sais pas comment le faire en Irlande aujourd'hui. Donc, de toute façon, c'est cranté la présence de Google et des GAFA dans notre vie quotidienne. Je ne vois pas très bien comment on va revenir en arrière là-dessus, parce que c'est même cranté dans l'économie, l'administration, etc. Et après, je pense que ces médias-là sont en voie de devenir des médias institutionnels qui vont se rapprocher des médias traditionnels. On l'a vu d'ailleurs sur la fin de la période de Trump, les gens qui veulent communiquer, ils ne communiquent plus sur Facebook, sur Google, etc. Ils ont des réseaux cryptés, c'est encore autre chose. Et je pense qu'à force de pression, et la pression qui est faite sur eux est nécessaire, je vois
les 15% aussi de taxation mondiale, ça contribue aussi au dispositif de transparence et de clarté peu à peu. Je pense que la pression qui est faite par les États, par les éditeurs, fait qu'à mon sens, à terme, je pense que Google, comme Facebook, n'aura pas ce caractère de sauvagerie et d'opacité absolue qu'ils ont pu avoir au début, justement parce qu'on était très en retard et qu'on a mis du temps à rattraper le retard. Je pense qu'ils vont devenir, au contraire, ils sont déjà, mais encore plus des acteurs de notre quotidien, sur lequel on aura de toute façon à terme plus de maîtrise. Enfin, j'ai une question sur ça, parce que la maîtrise, pour avoir la maîtrise, là je parle des médias uniquement. Ouais. Comment ça se négocie? Est-ce que vous négociez au niveau de fédération? Ce qui a été dit, c'est au niveau de la fédération, mais c'est totalement opaque, puisqu'on n'arrive pas à voir la réalité du chiffre d'affaires qui est réalisé à partir des contenus qu'on publie chez eux. Bon, on ne sait pas, ils ne l'ont pas dit, on ne sait pas, on ne sait même pas comment ils comptent pour attribuer des sommes aux uns et aux autres. Mais c'est bien parce qu'il y a eu le cadre de la loi, la transposition de la direction, la pression de la haute autorité, la concurrence, etc., qui sont entrés en négociation. Ça, c'est sûr. Donc on parle là des droits voisins. Mais je sens aussi que même si certains... le droit d'auteur, les Américains ne le connaissent pas, donc oui. C'est déjà différent. Et pour eux, c'est un sujet qu'ils ont fait mine de découvrir. Mais moi, je sens plutôt qu'ils ont envie de... Alors, ils donneront sans doute pas assez, puis certains traînent les pieds plus que d'autres, mais ils ont quand même envie d'avoir un brevet de régularisation, quelque part. Donc, ils donneront un peu d'argent, oui. Là-dessus, il y a quand même des doutes, parce qu'on a vu qu'il y a 2 ou 3 ans, Zuckerberg avait dit aux régulateurs américains, mais allez-y, faites quelque chose, faites une loi. Et puis finalement, comme ça venait pas... Ce qui s'est passé en Australie n'était pas prévisible il y a 2 ans. Hein. Tout le monde me disait, mais jamais ils donneront un centime, vous ne croyez pas à ça, réfléchissez pas à ça, ne comptez pas à ça dans vos économies. Bon, alors je vais faire gagner petit provincial, mais enfin, déjà, obtenir ce qu'on est en train d'obtenir, ça consolide aussi le modèle des éditeurs quand même. Vous avez envie de réagir là-dessus? Moi, je suis assez frappé de ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on est encore sur des modèles juridiques d'il y a 30 ans, dans des technologies qui changent à toute allure, quoi. Donc ça, on peut le rattraper ou pas? Ça se rattrape ou pas? Alors on voit les efforts de l'Europe, mais... Le régulateur change quand même de perspective. Pour essayer d'être positif, la tonalité a changé quand même sur les plateformes. Il y a encore 2 ans, je pense que si vous regardiez tous les rapports, il y en a qui sortent tous les mois, qui sont faits sur l'économie numérique, vous aviez encore, on va dire, un équilibre. Il y a du bon, ils sont utiles, effectivement, on ne peut pas s'en passer, et en même temps, ils ont un rôle nocif. Mais grosso modo, c'est équilibré. Aujourd'hui, franchement, la balance penche plutôt vers le négatif. Donc, il y a une tonalité nouvelle. Ensuite, là aussi, toujours pour être positif, je pense que le régulateur européen, pour parler de celui qu'on connaît le mieux, se rend compte que le droit de la concurrence classique n'a rien résolu. Il y a des affaires célèbres, parce que Bruxelles a imposé jusqu'à 10 milliards d'euros d'amende à Google, Facebook sur différents dossiers. Simplement, ça a mis 10 ans comme procédure à se dérouler, et pendant ce temps-là, les acteurs, en l'espèce les comparateurs de prix, les voyagistes, etc., qui avaient posé plainte sont morts. Donc l'efficacité du droit, du coup, il y a des réflexions, c'est un peu technique, mais je donne 2-3 angles. Plutôt que d'intervenir a posteriori, on essaye de définir des règles qu'on appelle ex ante, en définissant des codes de bonne conduite pour les plateformes, pour qu'elles ne puissent pas user de leur effet de levier pour avoir des pratiques prédatrices. On essaye aussi, parce qu'on a parlé du démantèlement possible, mais surtout plutôt que de break-up, de break open, d'ouvrir ces plateformes et notamment de faire en sorte que, par exemple, les données qu'elles possèdent puissent être partagées pour que de petits acteurs puissent en bénéficier. Donc il y a des réflexions nouvelles qui sont très intéressantes. Maintenant, ça va mettre du temps à accoucher. Et je rebondis juste. L'idée, là, il ne faut pas se méprendre. Enfin, je pense que ça ne sert à rien de diaboliser les plateformes.
c'est devenu un peu comme l'air qu'on respire, donc on les utilise tous. Il y a des gens qui écrivent des brûlots anti-GAFA, mais en se servant de Google, finalement. Donc ça, c'est le meilleur exemple qu'on en a besoin. Pour un acteur comme l'AFP, vu la crise des médias traditionnels, entre guillemets, notre planche de salut, c'est les GAFA. C'est de faire en sorte qu'ils deviennent une catégorie de clients importante. Donc c'est déjà le cas. Vous avez cité le programme de fact-checking qu'on fait avec Facebook, avec TikTok, avec WhatsApp, peut-être demain avec Twitter et YouTube. Ça, c'était une source de revenus complémentaires. Et les droits voisins, puisqu'on en a parlé, ça va finir par se faire. C'est long, c'est laborieux, c'est douloureux. C'est des revenus complémentaires. Et moi, j'ai toujours dit aux plateformes, mais c'est votre intérêt. C'est l'intérêt de Google et de Facebook d'avoir des médias, je dirais pas riches, mais qui ont les capacités de faire du journalisme de qualité. Parce que c'est ça qui permet d'attirer l'intérêt des lecteurs sur leur plateforme. Il y a l'exemple qui est connu aux États-Unis de la crise du journalisme local. Vous avez plein de journaux qui ont fermé à cause beaucoup des réseaux sociaux. Et maintenant, le paradoxe, c'est que Facebook se met à promouvoir des initiatives de soutien au journalisme local parce que les usagers de Facebook ne vont plus sur le site parce qu'il n'y a plus d'infos proches d'eux. Donc c'est dingue. Donc c'est leur intérêt de finir par rémunérer les médias. Bon, maintenant, ils n'en sont pas encore là, hein, mentalement. Bien. Alors, on va voir tout de suite, Alain, s'il y a des questions sur le chat, là, puisqu'on parle de ça. Oui, effectivement. Préparez-vous dans la salle pour des questions. Levez la main, levez-vous, manifestez-vous pour que le micro vous arrive. Une petite question peut-être pour Patrick Vanry pour démarrer sur quelles sont les nouvelles compétences de vos journalistes pour faire ces nouveaux contenus ad hoc pour les réseaux sociaux. Un journaliste, normalement, c'est quelqu'un qui a une machine à écrire, qui fume une cigarette et qui a un verre de Ricard caché au fond. Mais ça, c'est l'image d'Épinal. Et pas que à Sud-Ouest. Naturellement, c'est pour rire. Hein. Aujourd'hui, les compétences se démultiplient. C'est-à-dire qu'un journaliste, il doit savoir d'abord devenir un éditeur complet, pouvoir faire une vidéo, intégrer une vidéo à son article. Il doit pouvoir, je pense que je crois qu'aux États-Unis, il faut savoir faire un peu de code pour devenir journaliste. Hein. Vous ne pouvez pas non plus arriver juste avec des idées. Donc les compétences s'élargissent à tous les médias, à tous les canaux. Et après, il y a la dimension qu'il faut renforcer, qui a été évoquée, qui est la dimension de vérification de l'information qui circule et qui nécessite d'être très au courant les sujets deviennent de plus en plus complexes. Les sujets, en général, sont bien plus complexes qu'il y a 20 ou 30 ans. Hein. Tout devient... faut vraiment passer plus de temps pour comprendre entre les uns et les autres. Donc ça aussi, c'est une compétence qui commence à être requise. Voilà. Mais la compétence première, c'est de publier quelque chose qui est le plus près de la vérité possible. Et ça, il faut des moyens. Parce que si vous avez que 5 minutes pour y passer du temps à retweeter des trucs qui passent devant vous, vous participez de la dévalorisation de la chaîne de l'information. Et d'ailleurs, on peut ajouter que dans les écoles de journalisme, il y a de plus en plus de formations à ce type de choses, puisqu'on peut même y travailler sur de la SEO, etc. Une autre question ? Une question dans la salle, peut-être ? Oui, madame. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis journaliste et créatrice d'un petit média et je voudrais avoir votre opinion sur la place de l'information dans ces réseaux sociaux. Il y a quelques années, on avait une utilisation par exemple de Facebook pour partager la recette de tarte aux pommes de mamie, les photos de vos vacances, discuter avec vos amis, etc. Maintenant, on a Instagram pour les photos de vos vacances, Twitter pour de l'information un peu plus politique, TikTok pour etc., etc. Finalement, l'information par exemple locale, où va-t-elle être diffusée ? Est-ce que Facebook est en perte de vitesse ? Est-ce qu'Instagram dénigré par une certaine génération, etc. Quel est votre avis sur cette question ? Merci. Patrick ? C'est une drôle de question. Je sais que Facebook lance The Bulletin, ça s'appelle, c'est ça ? C'est qu'ils veulent devenir un acteur de l'information locale. Mais après, vous dire comment va se répartir l'information locale sur les réseaux sociaux par thème, je ne sais pas vous répondre. Je sais qu'il faut qu'on soit, nous, le plus possible partout, mais qui va l'emporter et comment on va faire pour adresser les gens qu'on veut adresser, je ne sais pas vous répondre.
Une autre question dans la salle? Oui, une autre question. Oui. Moi, je voulais savoir pourquoi dans le titre, vous ne mettiez pas GAFAM. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne parlez pas de Microsoft. Et est-ce que c'est parce que les logiciels de l'armée française sont justement microsoftiens? Et de l'autre, vous aviez l'air de dire qu'ils étaient plus difficiles à détrôner. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi. Et ensuite, je voulais savoir si vous vous posiez la question justement qui concerne, par rapport à l'objectivité des données et de nos informations, le fait qu'elles soient détenues par des gouvernements et des pays qui nous sont opposés dans la guerre concurrentielle économique qu'on mène en ce moment. Merci. Merci. Alors, sur le fait que Microsoft n'apparaisse pas, c'est pas parce que j'ai été payé par l'armée française ou je sais pas trop quoi, c'est juste parce que ça s'est trouvé comme ça. Franchement, on voulait parler plutôt des réseaux sociaux et Microsoft n'est pas venu tout de suite à l'esprit. Mais bon, Microsoft. Mais souvent, on met effectivement, certains parlent des GAFAM, d'autres des GAFA, mais Microsoft, parce qu'il a été, d'abord parce qu'il est beaucoup plus ancien, et ensuite il a été tellement attaqué par l'objet de tellement de procédures qu'il s'est polissé. Et Microsoft, par exemple dans l'histoire des droits voisins, a affiché son désir, qui reste encore à concrétiser, son souhait de rémunérer les éditeurs. Donc c'est plutôt l'exemple d'une plateforme qui va dans la bonne direction. Oui, on aurait et je ne suis pas rémunéré par Microsoft ni par l'armée française. Non, mais vous avez raison, on aurait dû en parler. Après, sur les pays qui sont derrière les diverses initiatives, par exemple, on n'a pas du tout parlé des Chinois, par exemple, et de TikTok. Et TikTok, c'est un média, c'est un réseau très puissant. Enfin, je veux dire, CapScience est sur TikTok et le curieux, on a 1 million d'abonnés sur TikTok. Donc, c'est puissant aussi. Donc, vous avez raison, on aurait pu en parler. Il y a d'autres questions, oui? Il y a une question tout en haut, puis il y a une question au milieu de la salle. Là aussi. Oui. Monsieur, tout en haut. Alors, bonjour à tous. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'ampleur massive des réseaux sociaux par rapport aux instances politiques? Parce que maintenant, sur les réseaux sociaux, tout le monde va faire sa promo. Les LR, le PS, tout le monde utilise ça comme un moyen de communication. Donc avant, je pense, de le dénoncer comme un moyen destructeur de la vie sociale d'aujourd'hui, c'est surtout un moyen de promotion. Vous, vos sentiments, je parle surtout à monsieur qui a fait l'ENA ici, c'est quoi votre opinion par rapport à ça? Je ne vous ai pas rendu service en disant que vous étiez ENA. Oui, vraiment, c'était pas sympa de me... je porte ça comme une croix. Mais encore une fois, qu'il n'y ait pas de... Enfin, si vous n'avez entendu que des choses négatives, je viens de dire, moi j'utilise assez peu les réseaux sociaux, mais je suis bien conscient que ça fait partie de la vie. C'est un outil, en effet, de promotion fantastique. Il n'est pas question de vouloir fermer le robinet. On veut simplement que ces acteurs se polissent, ce qui me paraît bien normal, parce que ce sont devenus des vecteurs de désinformation. Je fais le lien avec la question à laquelle on n'a pas répondu sur les manipulations. Le grand changement, si vous voulez, on le voit dans l'histoire, qui est assez récent, donc on n'a pas encore bien mesuré la nature du changement. Au début de la décennie 2010, en 2011, disons, vous aviez les printemps arabes, etc. Tout le monde voyait dans les réseaux sociaux un outil de libération extraordinaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On sait que les réseaux sociaux sont restés un peu ça, mais sont surtout devenus des outils de manipulation et de répression. Le tournant, ça a été la guerre de Crimée, où on a vu les Russes se servir des réseaux sociaux comme le faisaient les opposants, les différents mouvements de couleurs que vous avez eus, les révolutions de couleurs dans les différents pays. Et aujourd'hui, les meilleurs utilisateurs des réseaux sociaux, c'est les dictateurs. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? On ne veut pas supprimer ces réseaux sociaux. On pense tous qu'ils font partie de notre vie quotidienne, qu'ils rendent d'immenses services. On veut qu'ils se polissent. Dernière question. Une dernière ou deux dernières, parce que tout en haut, on monte dans le public, deux bras chemise blanche, le premier à un micro, le deuxième en devant d'une. Allez-y. Alors, j'ai une question. Vous avez parlé à un moment d'ouvrir les réseaux sociaux et les informations qui cachent derrière, et aussi de pouvoir les réglementer. Mais au final, ce serait les réglementer pour qui? Parce que les personnes qui utilisent les réseaux sociaux
ont le droit de se défendre et de protéger leur information, mais ils décident de ne pas le faire. Et au final, cette réglementation ne serait-elle pas plus pour les États ou les personnes qui ont un gain financier, plus que pour l'individu qui l'utilise pour obtenir de l'information? C'est une très bonne question, ça. Alors, les experts? Je ne suis pas sûr d'avoir compris complètement la question. Non, mais c'est vrai que c'est moi, individu sur les réseaux sociaux, je vais essayer de... Moi, individu sur les réseaux sociaux, si je décide de jouer le jeu des réseaux sociaux à fond, c'est ma décision. Pourquoi réguler ça? Oui, ce qu'on veut et ce qu'on veut dire par le mot policé, c'est de mettre un tout petit peu d'ordre dans la cacophonie et dans le négatif. Ce négatif, c'est quoi? C'est de la haine, c'est du ressentiment, c'est de la polarisation pour diviser la société. Et donc, diviser la société, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire faire en sorte que des camps se mobilisent les uns contre les autres. Si c'est ça que vous voulez, je pense on peut dire qu'on peut être libre de jouer ça. Après tout, les Gilets jaunes ont été boostés par Facebook, parce que Facebook travaille sur des communautés, et c'est le droit des Gilets jaunes d'avoir utilisé Facebook, non? Je ne sais pas, il y a peut-être un point sur Je pense tout simplement, et je pense que la mention de ce que devient la société américaine est très parlant, et je pense tout simplement qu'une démocratie a le droit de se défendre, et qu'à vouloir être, je vais peut-être choquer certains, hyper tolérant avec les intolérants, c'est faire preuve de faiblesse, et c'est à la fin se miner de l'intérieur notre système démocratique. Donc oui, je maintiens qu'il faut apporter quelques règles du jeu pour éviter autant que possible ces effets pervers qui sont absolument patents. Juste ajouter, il y a une étude récente sur toute la galaxie anti-vax aux États-Unis. Quand on fait l'arborescence des conversations et qu'on les fait remonter, on remonte à 7 personnes. Vous êtes en droit, comme nous on l'a été et on l'est toujours, quand vous êtes plus jeune, vous êtes en droit de savoir qui écrit, qui est qui fait quoi et pourquoi il le fait. Je pense que c'est ça, la policée, ça veut dire ça aussi. Vous avez donc 7 personnes qui ont orchestré la campagne anti-vax, et des millions de gens, ou des milliers ou des centaines de milliers, croient qu'ils discutent entre eux. En réalité, l'arborescence, elle remonte à peu de gens dont on ne connaît pas les dessins, vous ne savez même pas pourquoi ils le font, vous ne savez même pas qui ils sont, et où ils peuvent se présenter de manière anonyme, de manière avec des CV faux, etc. C'est ça qui est quand même un combat, c'est arriver à savoir qui parle, d'où il parle, pourquoi il parle, et comment nous on juge ce qu'il dit. Une dernière question. Le bras oui. levé. Levez-vous peut-être, monsieur, pour qu'on puisse vous apporter le micro très très vite. Ouais, bonjour. Là-bas, ok. Donc, il y a 2. Bonjour, messieurs. Petite question concernant les GAFA. Croyez-vous que des piratages seraient possibles au sein de ces GAFA et pourraient toucher les États qui ont ces GAFA? Merci. Alors, les piratages qui peuvent remonter jusqu'au gouvernement. Aucune idée. Évidemment, les mouvements hackers, il y a des mouvements hackers très puissants dans le monde qui sont organisés et qui peuvent travailler sur des sujets. Et il est probable que des hackers peuvent essayer de toucher ces géants-là. Mais enfin, vous savez quand même que ces géants-là embauchent les meilleurs, la crème de la crème des développeurs informatiques du monde entier, qu'ils soient américains, chinois ou européens, d'ailleurs souvent européens et souvent français. Les mathématiciens français sont très prisés par Facebook et Google notamment. Donc oui, c'est certainement possible. Ce sont des enjeux extrêmement importants aujourd'hui, mais les attaques
elles peuvent être sur des GAFA, elles peuvent être sur des États, elles peuvent être sur des hôpitaux aujourd'hui ou sur des choses encore plus dramatiques. C'est un énorme sujet, le cyberterrorisme, mais aussi c'est pas du piratage, ce sont des attaques informatiques. Oui, c'est de la guerre informatique. On va devoir arrêter le... Juste une dernière peut-être avec le monsieur qui a le bras parce que levé. là, on est nos Question invités courte, doivent réponse partir. courte. Merci. On m'entend? Oui, allez-y. Donc bonjour, merci de me laisser la parole. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut dire que l'indépendance de la presse est en danger avec les sites gratuits avec de la publicité qui semblent être plus populaires que les sites payants ou la presse papier, par exemple? Est-ce qu'elle est en danger? L'indépendance, je ne crois pas. Ça dépend de la structure du capital, des journaux, du média. Mais la publicité... prendre un exemple simple. Par exemple, si on parle de la transition écologique, la publicité, aujourd'hui, elle aime bien venir autour des thématiques, alors que certains stigmatisent comme greenwashing, d'autres considèrent que ce sont des progrès. Mais donc, on va dire, est-ce qu'ils nous dictent ou pas les contenus? Oui, on aurait plutôt tendance à dire... mais au fond, la publicité, elle fait que suivre un intérêt du public. Donc oui, si je fais un article, par exemple, sur l'impact positif dans mon journal, je sais que j'aurai des lecteurs nouveaux qui sont plus intéressés et que j'aurai de la publicité. Mais pour autant, c'est pas pour ça que je vais... Voilà, tout marche ensemble aussi. La décision éditoriale t'appartient. Voilà, mais la décision, elle m'appartient toujours. Merci à tous et merci à nos intervenants. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Quelle matinée. On se retrouve tout à l'heure à 14h pour l'après-midi. Une après-midi verte et internationale avec l'écologie au centre. Et on parlera aussi de géopolitique. À tout à l'heure. Bon appétit.